Je vais commencer par vous, Monsieur Boinon. Donc là, nous avons plusieurs exemples d'agriculture alternative. Par rapport à ces exemples-là, où se situe votre histoire? Vous nous en avez un petit peu parlé déjà, mais donc dans les années 80, quelle a été la transition que vous avez menée? Donc, de quelle ferme étiez-vous parti au départ pour arriver à finalement quel modèle? On sait que c'est pas exactement ce qu'on voit, mais vous allez nous expliquer un petit peu votre cheminement. Oui, effectivement. Donc, là, on ne voit pas l'image, mais peu importe. Voilà, c'est pour ça. Donc, oui, effectivement, hein, comme je vous ai dit au début, j'avais une ferme où j'avais construit une porcherie de type industriel sur Caillebotis. Et tout à l'heure, Marc en a fait référence en disant le lisier, c'était le gros problème. Eh bien, à partir de cette date-là, eh bien, je me suis mis à composter mes lisiers en le mélangeant avec le fumier de vache, parce que j'avais aussi un troupeau de 60 laitières, hein, et avec tous les l'élevage qui va avec pour renouvellement du troupeau. Donc quelque part, j'avais à peu près 120 têtes de bétail. On était en GAEC à 3, j'étais pas tout seul. Donc, et on compostait notre lisier, on l'a composté avec le fumier, c'est-à-dire avec des retournements d'andin. C'est compliqué, c'est technique. Et au moment où on retournait notre compost, on introduisait, il y a des machines qui sont faites pour ça, et ça marche très bien. Et bien justement, le problème qui soulevait tout à l'heure, je l'avais paré. Et puis, une autre chose, qui dit concentration d'élevage dans ces porcheries de type industriel, moi, j'aime pas le mot agriculture conventionnelle. Moi, je préfère le mot agriculture chimique et industrielle. Parce que le mot conventionnel, c'est quelque chose qui est fait depuis des millénaires, alors que l'agriculture chimique et industrielle n'a que 60 ans d'âge. On nous a volé le mot, quelque part. Et pour moi, voilà, cette transformation, voilà. Alors ça fait partie des choses. Et j'ai déconcentré mes porcheries. Pas beaucoup. Je mettais 18 porcs par loge, je suis passé à 15 porcs par loge. Ça semble pas, mais c'est énorme. C'est énorme. Rien que ça m'a permis de ne plus utiliser un seul gramme d'antibiotiques. Parce que j'avais le volume d'air qui correspondait, j'avais un certain nombre de choses. Rien que faire cette déconcentration, et de cette façon-là, après, je vendais mieux mes porcs parce que je pouvais les garantir sans intrants, etc. Voilà, parce que j'ai passé un partenariat avec un marchand de porcs, qui lui avait une marque, la marque Paccard, et ça lui permettait justement, il garantissait ça. Alors, c'était fait certes sur Caillebotis, mais c'était sans antibiotiques, sans OGM, voilà, on était arrivé à avoir, voilà, sur la ferme. Eh bien, un peu comme Philippe, là, le dernier qu'on voit, qui a transformé sa ferme. Moi, je ne suis pas passé au séchage en grange, mais par exemple, j'ai mis du lupin au lieu de mettre du soja. Et chez nous, le lupin pousse très bien, en complémentarité. Et puis, je m'étais fait empoisonner par un insecticide. Et pour moi, la première chose qu'il fallait que je bannisse les insecticides de la ferme. Et pour bannir les insecticides de la ferme, eh bien, j'ai eu recours aux insectes et aux oiseaux auxiliaires. Et les insectes, on a parlé sur le maïs, le trichogramme, là je vous en ai déjà parlé, mais sur le colza, eh bien, on a 3 ravageurs, qui sont le charançon de la tige, c'est un insecte qui pique la tige et qui fait crever le colza. On a la méligette qui mange le cœur de la fleur et on a l'altise qui mange les feuilles. Ces 3 insectes sont des vrais ravageurs. Si tu les laisses faire, eh bien, tu n'as pas de récolte ou très peu. Eh bien, il suffit d'avoir 3 coupes de mésanges bleus à l'hectare. C'est des collègues de boulot. Ils font le boulot à ta place. Ils revendiquent. Il n'y a jamais de revendication, jamais de grève, il n'y a jamais rien. Eh oui. Alors, comment j'ai appris ça?
Il s'est trouvé, le hasard de la vie, que j'ai débarrassé un jour, j'étais nettoyer le grenier de mon grand-père maternel. Et lui, qui était arboriculteur dans les monts du Lyonnais, il avait plus de 1000 arbres fruitiers. Et j'ai trouvé dans son grenier un livre du 19e siècle qui parlait des oiseaux anthropophages. Et il parlait de la mésange bleue pour l'altis du cerisier, entre autres. J'ai dit, l'altis, j'en ai sur mon colza. Si j'arrive à ramener des mésanges bleues sur mon colza, voilà, et c'est parti comme ça. Après, c'est un livre qui a été réédité après, hein, et que j'ai pu me reprocurer de façon plus moderne. Et puis, je me suis mis à travailler avec, hein, à les faire reproduire sur la ferme, parce qu'on ne peut pas les faire reproduire en captivité, parce que la mésange bleue, elle a une particularité. Pour nourrir ses oisillons, il lui faut une micro-chenille qui vit uniquement sous les écorces des chênes. Si tu as coupé tous les chênes de ton exploitation, eh bien, tu n'auras pas de mésange bleue. Hein. Et voilà. Et après, elle peut nourrir. Elle l'ingurgite et après, elle donne la béquille à ses oisillons. Et ça permet... c'est comme le colostrum du lait, c'est-à-dire qu'il y a tous les anticorps grâce à ça. Et voilà, après, quand tu connais ça, eh bien, tu les nourris l'hiver, tu replantes des haies composites. Alors, pourquoi des haies composites? Parce qu'il y a 3 étages, hein, c'est-à-dire que tu as des chênes, des hêtres, quelques fruitiers, parce que ça ne mange pas de pain d'avoir quelques fruits à la maison. Hein. Le sommet. Après, dessous, tu as des arbustes à baies, des baies qui mûrissent du mois d'octobre jusqu'à fin février. Hein, différentes sortes de baies qui nourrissent tes oiseaux pendant l'hiver. Et puis, dessous, tu mets de l'herbe à savane qui permet d'avoir des hérissons et des carabes pour lutter contre les limaces, parce que la limace, elle vient toujours de l'extérieur du champ vers l'intérieur. Et si tu as une haie tout autour de ton champ, une haie composite, eh bien, au moment de passer la haie, eh bien, la limace, elle est zigouillée et il n'y a pas de problème. Hein. Mais ça marche d'une façon admirable. Hein. Et de cette façon-là, alors ça ne veut pas dire que d'autres oiseaux ne sont pas des travailleurs. Hein. La mésange bleue est extraordinaire puisqu'elle arrive à faire 12 500 voyages par jour. C'est extraordinaire. La charbonnière, qui est un petit peu plus fainéante, elle ne fait que 8 000 voyages par jour. Ou le rouge-gorge, qui est un petit paresseux, il fait 5 000 voyages par jour. Mais quand tu connais ça, quand tu apprends ça, tu as un autre regard à l'agriculture, à la biodiversité qui existe sur ta ferme, et comment tu la protèges et comment tu les favorises. Voilà, pour moi, ça a été vraiment une découverte, et j'ai redécouvert la beauté du métier de paysan. Et ça, parce que quand j'étais exploitant agricole, eh bien, j'appliquais des programmes. Tel jour, il faut labourer, tel jour, il faut herser, tel jour, il faut semer, tel jour, il faut traiter contre ça, tel jour, il faut traiter contre ça, etc., etc. J'appliquais des programmes. Alors que là, je suis redevenu un vrai paysan, c'est-à-dire en fonction de l'évolution de tout ce qu'il y a, eh bien, on fait différemment. Hein. Telle parcelle n'est pas on ne va pas la travailler de la même façon qu'une telle autre parcelle, etc. Et ça vraiment, c'est des choses que je suis arrivé à mettre. Et je me suis passé à 100%, tout en n'étant pas en agriculture bio, à 100% d'insecticides. Je suis arrivé à réduire des 2/3 les fongicides. Alors là, c'est encore un accident de la vie. Hein. Mon fils a pris la maladie des Hermoussus. Hein. Personne n'entend parler, il y a 5 cas par an en France. C'est un champignon qui pousse entre le derme et l'épiderme, vraiment sous la peau. Hein. Et quand le dermatologue a trouvé le système, ce qu'il avait, c'était facile à guérir. Il fallait lui faire prendre un bain de permanganate de potassium et ça ouvrait les pores de la peau. Après, tu mettais une petite pommade fongicide et le gamin était guéri en 3 jours. Le permanganate de potassium, ça fait ouvrir les pores de la peau. Ils m'ont vendu 100 cachets au bout de 6 bains, le gamin était guéri. Il me restait 94 cachets. J'ai mis un sachet quand j'avais du traitement à faire sur du blé, sur l'oïdium, la rouille. Un cachet,
Et puis, dans un premier temps, j'ai diminué de 50% les fongicides, avec un cachet pour 100 litres d'eau. Et ça a marché merveilleusement bien. Le coup d'après, j'ai mis que 20% de fongicides, et puis toujours mon... Alors là, ça a un petit peu moins bien marché. Donc après, j'ai partagé la poire en deux. Hein. C'est-à-dire quand c'était recommandé 3 litres hectare, je mettais 1 litre hectare de fongicides, et je mettais toujours... Puis alors là, ça ne coûte rien, c'est peanuts, hein, parce que quand j'ai eu épuisé ce que la sécurité sociale avait payé, eh bien, je suis retourné en acheter, mais à 6,80 € la boîte de 100 cachets, c'est peanuts, c'est rien par rapport au litre de fongicides. C'est rien. Hein. Donc voilà. Et puis, l'herbicide, je suis arrivé à diminuer de 80% mes herbicides. Et là, ça a été le sans-labour, grâce au sans-labour. Parce que, alors les 3 premières années, il faut être très très vigilant qu'aucune mauvaise graine monte à graine. Mais au bout de 3 ans, tu as épuré toutes les mauvaises graines qui sont en surface, tu les as épurées et tu n'en as plus. Hein, puisque tu ne retournes pas, parce que quand tu retournes le sol, tu mets les mauvaises graines qui sont en surface, tu les mets au fond de l'arrêt et elles passent au stade de dormance. Et l'année d'après ou 10 ans après, tu relaboures et tu remets en surface et elles repartent. Hein, parce qu'elles sortent de leur état de dormance. Donc, voilà. Et bien, au bout de... Voilà, je suis arrivé à me passer pratiquement d'herbicides, tout simplement en faisant aussi des mélanges de cultures, en faisant, c'est-à-dire, je mettais du pois avec du triticale et de l'orge, voilà, je faisais des mélanges qui permettaient, d'une part, c'était équilibré au niveau de mon alimentation pour mes vaches laitières, et puis on luttait contre les mauvaises herbes. Alors pour moi, le sans-labour, ça a été très très difficile. Arrêter de labourer. Parce que quand j'étais gamin, j'avais appris pâturage et sans-labourage sont les 2 mamelles de la France. C'était culturel, le labour. Quand j'étais jeune, j'avais fait des concours de labour, évidemment, comme tout jeune paysan. Hein. Et arrêter de labourer, pendant toute mon enfance et ma jeunesse, j'avais bercé avec le labour, en plus de ça, c'était propre, c'était beau. Hein. Et nous, les paysans, qui avons vécu l'exode rural, les premiers qui sont partis dans l'exode rural, ça ont été les femmes. Alors on avait intérêt à faire des choses belles pour pouvoir conserver nos femmes, quelque part. Non, mais c'était dans le subconscient, mais quand même. Hein, alors que le labour, quand tu sèmes, c'est propre, c'est joli, mais c'est mort. Mais voilà. Donc, voilà, c'est des choses que j'ai fait. Mais ça a été très difficile pour moi de passer au sans-labour. Et je connaissais les Bourguignons, parce que de famille, on est un petit peu de famille avec les Bourguignons par une belle-sœur. Et chaque fois qu'on se retrouvait dans des communions, des baptêmes ou des trucs comme ça, et il me disait, Gérard, toi qui te veux militant, c'est quand que tu passes au sans-labour? On se chipotait dans ces réunions familiales. Et puis, bon, ben voilà, mais j'y arrivais pas. Et il a fallu vraiment... j'ai attendu 95, 84 mon accident chimique, 95 pour que je passe au sans-labour. Hein. Il a fallu que je m'y prépare psychologiquement. C'était vraiment... pour moi, c'était difficile. Vraiment, je dois le dire, ça a été très, très difficile. Mais bon, voilà. Et la première année, même, j'ai mis la moitié de la ferme avec labour, la moitié sans labour. Il y a même une parcelle, je l'ai partagée en 2. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que dès la première année, j'ai eu 15% de récolte supplémentaire avec le sans-labour qu'avec le labour. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai compris après, quand on m'a expliqué tout le système des bactéries, justement, tout ce que les bactéries font, le fait que tu les fais crever en les enterrant, et tout ça. Voilà, et ça on ne nous l'avait jamais expliqué à l'école, on ne l'avait jamais expliqué. Voilà, alors maintenant, bon, on commence un petit peu à en parler dans les écoles d'agriculture, encore que, bien souvent, moi je vais un petit peu dans les écoles d'agriculture maintenant, grâce aux films, hein, bien souvent, pendant tout leur cursus, pour avoir le bac pro, hein, puisque grosso modo pour être paysan, aujourd'hui il faut un bac pro, pour avoir le bac pro, le seul moment où ils entendent parler d'insectes et d'oiseaux auxiliaires, c'est pendant les 4 heures où je suis avec eux. Parce que ce n'est pas au programme. J'y trouve un peu court.
Et d'ailleurs, vous pouvez nous dire à quel titre on vous invite en fait quand vous allez dans les écoles? Ça, c'est intéressant, ça dit beaucoup. Alors on m'invite dans les écoles. C'est vrai que depuis qu'on a fait ces films, le fait qu'ils ont été financés par la région Rhône-Alpes, en partie, ça nous a ouvert un peu quelques portes. Mais bon, alors des fois c'est les professeurs de biologie, et puis où ils arrivent à y introduire dans leur... Mais bien souvent, ils me font venir, et je vais encore aller début février, je vais à la mode Servolex, j'y vais tous les ans. Là, je suis invité pour les accidents au travail. Alors, parce que j'ai été accidenté du travail, pour faire attention, tout ça. Alors, c'est un cours sur l'accident du travail, mais moi, évidemment, mais mes anges bleus, il faut bien que je leur en parle. Et évidemment, l'accident, c'est une chose, mais une fois que je l'ai dit, aujourd'hui, ça a pris 2 minutes, une fois que c'est dit, c'est dit. On va pas savoir comment je me débrouille maintenant que je suis impuissant. Je me débrouille quand même. Non, mais bon, à un moment donné, on va pas en faire aussi. Mais vous voyez un petit peu la façon dont mais ça, c'est les professeurs. Ils essayent de trouver des solutions parce que comme c'est pas au programme, et puis qu'il faut qu'au niveau de l'ensemble de l'école. Alors, par contre, il y a des endroits où quand c'est le professeur de biologie qui m'invite, et puis dans le fond, ils invitent le professeur de philosophie qui relance des questions philosophiques sur quelle agriculture on veut, qu'est-ce qu'on attend par agriculture. Alors là, c'est extraordinaire, parce que quand le professeur de philosophie est mêlé à tout ça, eh bien, on peut aller beaucoup plus loin. Et les élèves, quelque part, ils ressortent en se posant les vraies bonnes questions. Voilà, pour moi, ça fait partie des choses qui sont importantes. Mais c'est vrai que je suis maintenant de plus en plus invité dans les écoles. Et ça, c'est une bonne chose, je pense. Mais bon, voilà. Alors, Monsieur Jacobson, là, ça va être votre tour. Donc, vous êtes responsable du potager du roi. Et quand on s'y balade, on est évidemment surpris par toute cette biodiversité, mais aussi surpris parce qu'on voit plusieurs types d'agriculture qui cohabitent. Pourquoi ce choix en fait? Est-ce que c'est lié à l'histoire? Alors peut-être vous pouvez nous présenter un petit peu ce jardin, ce potager. Alors je vais essayer. Pas facile après, avec mes voisins après ce film. Et puis j'ai tendance à hésiter. Mais bon, il y a quelque chose dans ce qu'on entend ce soir, dans ce qu'on a pu déjà dire, avant d'arriver au potager en tant que tel. Il y a quelque chose par rapport à des mots qui ont été bannis comme l'hygiène. Mais quelque part, je pense que l'attitude envers l'agriculture devrait devenir un peu comme celle envers soi-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'aller voir le médecin. Donc, si on a bu un peu trop un soir, on va boire un peu plus d'eau, un peu trop d'alcool un soir, on va boire un peu plus d'eau après. Si on fait un excès d'un côté, on va se faire des soins sur soi-même. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve par rapport à ce qu'on cultive. C'est pas simplement quelque chose qu'on fait à l'extérieur de soi, c'est quelque chose qu'on fait sur soi-même. C'est déjà un peu ce que vous disiez. Alors, potager du roi, on peut le dire, on peut lui adjoindre une autre phrase, qui est un éco-campus productif et créatif. Écologie, parce qu'on veut un équilibre. Campus, parce que c'est une école. C'est l'École nationale supérieure de paysage qui a la gestion de ce jardin depuis au moins 1995. Mais il y avait une autre école qui était là depuis 1874. Et puis il y avait 2 autres écoles qui avaient déjà été créées sur le site à la Révolution française, à chaque république, concrètement. Productif, parce qu'il faut qu'on équilibre un budget quand même. Propriété de l'État, mais ce jardin essaye de se financer lui-même. Et créatif parce que 2 choses. D'un côté, lieu de sensibilisation à l'environnement, donc il faut qu'on réussisse à vous intéresser, mais aussi parce que le cultiver aujourd'hui, c'est se confronter à l'histoire, aux murs, aux limites, aux différences. C'est se confronter à la fois au public qui vient chercher du Versailles, c'est se confronter aux étudiants de l'école de paysage qui sont des
des futurs concepteurs, pas nécessairement des jardiniers. Donc le choix qu'on a fait, c'est en réalité le même que tout agriculteur prend. C'est faire des essais, c'est essayer, c'est des liens, c'est aller voir des voisins. Malgré que sur le potager du roi, c'est aller voir des voisins. Il y a un groupement qui s'est créé récemment, ça fait 4 ans, qui s'appelle Maraîchage sur sol vivant, qui voyage un peu partout, différentes personnes. Donc on parle avec eux, on essaie de regarder est-ce que quelque chose de l'ordre de l'agriculture de conservation peut s'appliquer au jardin. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Donc ça, c'est un peu ce que je peux dire sur le potager du roi, 9 hectares. Mais il y a quelque chose d'autre par rapport à la diversité, et qui est une de mes... vous l'avez déjà mentionné quand vous avez parlé de saveurs, et je le dis d'autant plus que ma mère est là avec moi ce soir. La dernière fois que je ne l'ai pas amenée quelque part où je parlais, je me suis fait engueuler pendant des semaines, donc cette fois-ci, je l'ai fait. Mais ce que je vais vous dire est très lié à ça, est très lié à la présence de ma mère. C'est qu'on m'a toujours appris à goûter. Et on se promenait sur le bord de la route et on regardait ce qu'il y avait. Et ma mère disait ça, ou tu veux essayer, tu essayes. Et finalement, j'ai appris que la dégustation, ce n'est pas un truc d'esthète. Finalement, la dégustation, c'est ce qui est nécessaire pour se soigner. Savoir, parfois j'ai envie qu'on élimine les étiquettes sur les boîtes. Pour que la personne ne cherche pas à savoir s'il y a du sucre ou pas de sucre, ne cherche pas à savoir s'il y a des protéines ou pas de protéines, mais que la personne goûte et laisse son corps réagir. Et donc, quelque part, l'éducation au goût, la dégustation, parce qu'il faut faire de la dégustation pour avoir l'éducation au goût, c'est pas simplement une question d'esthète, c'est une question de santé publique. Et que finalement, pour essayer de joindre les deux bouts de ce que j'ai entendu ce soir, de ce que j'essaie de dire moi, c'est qu'il ne faut pas séparer la production de la consommation. Le système de production a des effets sur la consommation, mais le système de consommation, nos habitudes de consommation, ont un énorme effet sur la production. J'ai l'impression que ma chute était trop abrupte. un peu surprise, oui. Donc, c'est très bien, vous avez introduit la notion de saveur, donc on va un petit peu continuer. Alors, je me demande, quelle est l'influence de vos choix au potager? On va parler de la sélection des variétés jusqu'au moment où vous faites la cueillette, et je crois que vous faites de la vente directe, en passant par les pratiques culturales. Donc, quelle est l'influence de vos choix sur le goût finalement que vous arriverez à donner à vos fruits et légumes? Je ne sais pas si je vais arriver à répondre. Bon, on va commencer peut-être par les variétés. Quelle est la part de... Il y a la génétique. Alors, déjà, on achète la plupart de nos semences. Oui. On fait très peu de sélection nous-mêmes. C'est pas parce que le métier est différent, mais on ne peut pas tout faire. Donc, il faut faire des choix. On va reproduire quelques variétés nous-mêmes parce qu'on y tient pour une raison ou une autre. Une variété d'aubergine qui nous a été donnée par une famille de maraîchers de Kyoto, au Japon. Voilà, il y a quelque chose là, et qui eux-mêmes l'ont maintenu depuis plusieurs générations. Il y a quelque chose à essayer de travailler. Et puis, il y a un goût qui est derrière, qui est intéressant. Mais encore une fois, en réalité, ma réponse va peut-être être plus sur comment on s'organise plus généralement. Si on arrive, on vend. Et c'est vendre qui fait qu'on arrive à ouvrir le jardin. Ou plutôt on le maintient en culture. Si j'arrive à la boutique avec 60 variétés de tomates différentes, 5 kilos dans chaque panier, tout le monde veut tout goûter, mais personne ne veut acheter tout. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est arriver à la boutique avec 3 variétés un peu qui sortent de l'ordinaire et 2 variétés qui sortent de l'ordinaire, mais qu'on a produit en plus grosse quantité. Ce qui veut dire qu'on va avoir, on va dire, 10 kilos de certaines choses et on aura 30 à 40 kilos de l'autre. Et qui fait que le client va pouvoir goûter des choses, on aura un retour pour savoir ce qu'ils ont aimé, mais on sait que, selon nos propres choix, certaines variétés nous plaisent plus, que ce soit pour des raisons de facilité de culture, de résistance, de rusticité, on va dire de calendrier.
Si on a trop de produits au mois d'août, le problème du navet au mois d'août au potage du roi, c'est que les touristes ne cuisinent pas dans leur chambre d'hôtel. Donc il ne faut pas qu'on ait trop de choses à certaines saisons. Voilà, il faut trouver les équilibres. Et tout ça, c'est à partir des variétés, à partir du choix des espèces et le choix des variétés. J'ai répondu à la question ? Alors, à une autre question alors. Alors pas tout à fait. Ce que je me demandais en fait, c'était par exemple, je vais vous poser une question très concrète. Quel poids peut-on donner à la génétique dans la détermination du goût, pardon. Ça dépend avec qui vous parlez. Et puis moi, Par exemple, au moment de la sélection variétale. Il y a deux choses différentes. Parce que vous dites que le goût, il est c'est 80% dans la génétique. Donc il y a plusieurs étapes aussi. Il y a aussi, par exemple, au moment de la cueillette, vous avez la chance de faire de la vente directe, donc vous pouvez vous permettre. Donc, je vous laisse continuer. Non, je comprends bien. Selon avec qui on parle. Mais généralement, les sélectionneurs mettent entre 60 et 90% de la qualité gustative du côté génétique. Alors, la difficulté, il y a des personnes qui pensent différemment, mais c'est vrai qu'on peut essayer on peut sur un bon terroir prendre une mauvaise tomate et avoir toujours une mauvaise tomate. Donc, productive peut-être, mais quand même pas intéressante. Après, il y a quand même beaucoup de choses qui jouent. L'année, genre le potage du roi, par exemple, c'est un terrain qui est beaucoup plus, qui est meilleur sur tout ce qui est légumes-feuilles que sur légumes-fruits. Donc, si on a une bonne année, comme cette année par exemple, assez sec, on va avoir des bons fruits, des bons légumes-fruits. Par contre, nos épinards, nos bettes, nos choux, tout ce qui est feuillu est bon tous les ans. Donc là, il y a déjà quelque chose par rapport à l'année. Ensuite, il y a des questions qui sont liées à la cueillette. Alors, c'est beaucoup plus facile à faire sur du haricot. Haricot vert, vous cueillez en fin de journée après qu'il a fait chaud, ou vous cueillez tôt le matin. L'effet sur la texture, l'effet sur on va dire le côté caoutchouteux ou pas, est énorme. Si vous sur les fruits, quand j'essaie de faire le tour, quand on fait des dégustations pendant l'hiver, il ne faut pas oublier que sur un fruit, quelque part, surtout les poires, un peu moins les pommes, mais c'est vrai sur les pommes aussi, sur les fruits à pépins, c'est quasiment comme du fromage. C'est-à-dire, il y a un affinage. Selon si vous l'avez sorti du stockage du frigo chez nous, une semaine avant, 2 jours avant, si vous l'avez sorti, laissé 2 jours, vous l'avez re-rentré, vous l'avez ressorti, vous avez des effets différents. Mais ça, c'est une question... voilà, quand je commence comme ça, c'est pour ça que j'ai fait ma préface sur esthète ou pas esthète. Prendre ce temps, c'est pas simplement la question de la saveur et de la jouissance qu'on peut en avoir. C'est aussi la question d'être sensible, de faire attention, de remarquer que la fraise qui est cachée sous la feuille est souvent moins sucrée que la fraise qui ne l'est pas. Et que donc, si vous êtes en train de cueillir pour faire le meilleur dessert que vous pouvez, il y a peut-être intérêt, pour manger en frais sur une même plante, de sélectionner, de choisir différemment ce que vous faites. Les meilleurs, ça c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, les châtaignes tout à fait en haut de l'arbre sont généralement bien plus sucrées que celles qui sont en bas. Voilà, des choses comme ça, y faire attention. Et donc, pour poursuivre un petit peu au niveau de la cueillette, vous cueillez donc à maturité de récolte. Alors, je reconnais. Ça joue un peu quand même. Il faut faire les distinctions entre les fruits à noyaux et les fruits à pépins. Les fruits à noyaux, cerises, abricots, pêches et d'autres, la maturité sur l'arbre et la maturité à la dégustation sont généralement très proches. Pour ce qui concerne les fruits à pépins, en particulier les pommes, mais les poires aussi dans ce cas, ce n'est pas du tout le cas. Et je ne me sens pas compétent pour vous expliquer toute la physiologie de la transformation de l'amidon en sucre, mais ce n'est pas tout à fait pareil dans la pomme que dans la poire. Et vous pouvez cueillir beaucoup plus tôt sur la poire que sur la pomme en termes de la maturité, mais c'est quelque chose qui prend toutes ces caractéristiques après la cueillette
plutôt qu'au moment de la cueillette. Donc, Monsieur Dufumier, donc on voit quand même on est capable de faire de la qualité, de la qualité nutritionnelle, de la qualité gustative. Et pourtant, souvent, je vais prendre l'exemple de la tomate. Quand on va acheter nos tomates, on est très souvent déçu par le goût, justement. On trouve que ça a un goût plutôt fade, plutôt aqueux. Pourquoi ? Puisqu'on sait faire, finalement. Alors, il y a quand même une très très grande variété de tomates en France. On doit être dans plusieurs centaines, entre 300 et 400, y compris inscrites au catalogue. Donc, je dirais, on peut choisir les variétés de son goût. Le problème, c'est que sur un rayon de supermarché, on en trouve à un moment donné que 2 ou 3. Il faut être honnête. Et la sélection de ces variétés, il nous faut être honnête, apporter davantage. Alors, c'est pour ça que j'étais intéressé à connaître le pourcentage de la qualité attribuée à la génétique, parce que malheureusement, souvent, la sélection sur un produit comme la tomate, il s'est fait sur d'autres critères précisément que le goût. Du coup, ça veut dire que quand on sélectionne sur des critères de maturité, enfin surtout ne pas pourrir, résister au transport et au choc dans un camion et ce genre de choses, et ben, de fait, souvent quand on sélectionne sur un autre critère, on a tendance à oublier effectivement la sélection sur le goût. Et ce qui fait que les quelques variétés les plus consommées dans les étals des supermarchés, bah effectivement, c'est pas génial, quoi. Vu qu'on a appris un... Ah, il y a peut-être des questions dans le public. Oui. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais connaître pour l'agriculture de conservation l'influence, parce qu'on n'en a pas entendu parler, des astres au moment des semences, de l'ensemencement des terres et au moment des récoltes. Je voulais savoir si, notamment la Lune, vous en tenez compte. Et deuxième petite question, remarque, ce que j'ai trouvé difficile dans le film, pour moi, c'est l'absence de relation, notamment entre l'éleveur et son troupeau. Le rapport que l'homme a avec l'animal ou la nature, le monsieur avec le blé, c'était un peu plus fort, mais c'est pas considéré. Enfin, je veux dire, vous disiez qu'il fallait prendre soin en fait de la nature et puis des produits comme on prend soin de soi-même. Et ce rapport, je l'ai trouvé très absent des extraits. Voilà, donc ça c'est juste mon commentaire et c'est très personnel. Mais la seconde chose, c'est surtout sur l'influence des mouvements de lune au moment de l'ensemencement et au moment des récoltes. Alors là, je ne sais pas si je suis le mieux placé, mais je ne peux pas résister à rappeler que moi je travaille dans un jardin où le jardinier qui l'a créé à la demande de Louis XIV, le dernier chapitre de son ouvrage, c'est un petit chapitre qui dit que la lune est l'excuse du mauvais jardinier. Donc, genre, au XVIIe siècle, tout le monde ne croyait pas aux influences de la lune. Moi, je n'ai pas d'expérience personnelle. On a fait des choses, mais je n'ai jamais vu de différence, moi. Mais je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, en général, pour un agronome, la lustre et les astres, on dit, s'il vous plaît, on ne mélange pas. La photosynthèse, c'est quand même le soleil. La lune, c'est l'attraction des masses, la marée, etc. Mais pour ce qui est des cultures, alors ça rejoint d'ailleurs beaucoup de discours issus de ce qu'on appelle la biodynamique en France. Et pour être très honnête, pour un très grand nombre d'agronomes tels que moi, le discours lui-même paraît très ésotérique. Alors une fois dit ça, il faut savoir quand même que quand des discours, même ésotériques, sont affirmés depuis longtemps et se propagent pendant un certain temps, alors c'est là où la question depuis combien de temps, de siècles ou pas, on en fait référence, il faut quand même s'interroger s'il n'y aurait pas une influence. Alors je vous dis tout de suite, c'est encore très peu étudié par les agronomes, parce que justement le discours idéologique paraît complètement incompréhensible, mais néanmoins je vous raconte cette anecdote où on se retrouve avec 2 de mes collègues dans le Béarn,
interviewant un agriculteur qui fait du soja biologique. Je vous dis tout de suite, d'ailleurs, en France, ceux qui produisent du soja ils ont bien raison de faire du biologique, parce que sinon, être compétitif avec le soja transgénique, ce serait une catastrophe. Et il nous dit par 10 fois, vous savez, moi, je ne crois pas en la biodynamique, mais mes voisins qui font de la biodynamique, donc lui était en bio, mais pas biodynamique. Il dit, mes voisins qui font de la biodynamique, en semant, je ne sais plus trop combienième jour de la lune croissante, eh ben, ils n'ont pas d'attaque de topin. Et il nous dit, vous savez, hein, moi je ne crois pas en la biodynamique, hein, mais quand même cette année, j'ai fait comme mes collègues de biodynamique. Alors lui avait des attaques de topin. Il dit, cette année, j'ai fait comme eux, j'ai semé tant de jours de la lune croissante. Et il nous dit, vous savez, je ne crois pas en la biodynamique, mais je n'ai pas eu d'attaque de topin. Alors effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes. Quand vous voyez que les gens, par expérience, ont l'air de dire quand même, tel jour de la lune croissante, ça semble ne pas... Alors notamment, c'est l'ensemencement, hein, donc c'est la fonte des semis, la perte de post-levée, j'allais dire. Et c'est lui-même qui commence à nous mettre, nous, agronomes, sur la piste. En disant, mais après tout, les larves de topin... Ça fonctionne, ça migre dans le sol. On sait que les lombrics, eux, c'est clair, la nuit, ils vont à la surface, mais dès que la lumière apparaît, hop, ils s'enfouissent en profondeur du sol, ils renferment la matière organique, etc. Et alors, ils nous demandent, est-ce que vous ne pourriez pas, vous, scientifiques, étudier les larves de topin, parce que c'est les larves de topin qui s'attaquent aux racines du jeune soja quand les jeunes radicelles commencent à sortir. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'un peu identique ? Et est-ce que, justement, à tel jour de la lune croissante, c'est-à-dire pas trop loin de la pleine lune, est-ce que ça ne suffit pas pour que pendant les quelques jours de pleine lune où il y a davantage de lumière pendant la nuit, les topins ne remontent pas à la surface, ne s'attaquent pas aux radicelles de mon soja, et du coup mon soja est sauvé. Je vais vous assurer, j'ai ensuite proposé, alors moi je ne suis pas spécialiste forcément de cette partie-là, quand j'ai commencé à parler à mes collègues de l'agro en disant là il y aurait quelque chose en biologie, en agroécologie très intéressant, de voir la biologie des topins et de savoir si la seule lumière d'une pleine lune, alors évidemment il y a des fois la pleine lune elle est sous les nuages, hein, donc ce n'est pas forcément efficace toutes les pleines lunes, mais seulement si on pouvait étudier la biologie des topins, leur mouvement migratoire, et est-ce qu'effectivement la pleine lune dissuade les topins de remonter proche de la surface à un moment où ils peuvent s'attaquer aux racines de soja, et ça suffit pour sauver le soja, on m'a dit la chose suivante, Marc, on te savait en faveur du bio, mais alors pour la biodynamique, on ne savait pas que tu étais rentré en religion. Ouais. Alors, moi j'ai envie de dire, je regardais un peu la Lune, mais très peu. J'avais pour principe de semer en bonnes conditions. Je trouvais que c'était beaucoup plus important de semer en bonnes conditions, c'est-à-dire sur un sol ressuyé, que à la bonne lune. Alors, si les deux pouvaient se combiner, c'est tant mieux, mais je n'en faisais pas une solution universelle. Mais parce que j'estimais que, surtout, alors j'habite la Dombes, hein, la Dombes c'est le pays des 1000 étangs, c'est un peu comme la Sologne. Donc, pour arriver quand on avait du terrain ressuyé, c'était pas tous les jours. Donc, voilà, je préférais mettre en bonnes conditions que regarder la Lune. Voilà. Par contre, quand vous dites que Philippe avait une relation distante avec ses animaux, je ne suis pas du tout d'accord. Alors, c'est vrai que le film le montre peu parce qu'on le montre en train de causer et qu'on ne le montre pas autour de ses animaux. Mais quand même, quand il trayait ses vaches dans sa salle de traite mobile, elles montaient toutes seules. Il n'allait pas les chercher avec des bâtons électriques ou quoi que ce soit. Hein. Elles y allaient directement. Hein. Et pourtant, il n'y avait que les barrières amovibles avec des fils électriques. Hein. Donc, s'il avait eu une relation si mauvaise avec ses animaux, je ne pense pas qu'elle serait rentrée dans sa salle de traite qui change de place, hein, parce que les animaux, c'est très... Hein, une EBO qui rentre à l'étable, elle va toujours à la même place, etc. Donc, qu'on vienne pas... voilà, c'est pour ça que j'ai envie de dire quand même, là je prends la défense de Philippe, parce que... voilà, c'est... Bonsoir. Merci pour toutes ces informations qui sont très, très intéressantes.
Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la quantité d'agriculteurs qui passent au bio, savoir si c'est en évolution et dans quel sens, enfin en quelle proportion, disons. Et j'aurais une autre question par rapport au paysage rural. Est-ce que vous pensez qu'il est en train de changer et est-ce qu'on va voir nos paysages changer vraiment, des retours au bocage, etc. Et puis, j'aurais une question sur la justice sociale alimentaire et sur la question du coût pour les consommateurs. Et voilà. Merci. Donc, est-ce que le bio, la quantité augmente chaque année? Oui, on augmente, pas aussi vite qu'on avait espéré, hein, mais ça augmente un peu régulièrement. Par contre, parce qu'il y a des jeunes motivés qui sont prêts à le faire, par contre, il faut qu'ils aient du terrain et qu'aujourd'hui, avec la politique agricole commune qui donne des aides, pratiquement, ils en donnent un peu à leur conversion, certes, mais il n'y a rien à voir par rapport à ce qu'ils donnent, à l'agriculture chimique et industrielle, que chaque fois qu'un exploitant agricole augmente ses surfaces, c'est un paysan ou deux ou trois qui disparaissent. C'est des haies arrachées, parce que c'est la politique agricole qui veut ça. Alors, il y a quelques résistances qui font de l'agriculture paysanne, l'agriculture de conservation, de l'agriculture, de l'agroécologie. On va appeler, voilà, il y a plusieurs mots qui se sont mis, où on replante des haies. Moi, personnellement, j'ai replanté sur ma ferme 1,5 km de haies, et des haies composites, pas n'importe quelle haie, pas n'importe comment, voilà. Mais voilà, on est dans une situation. Alors c'est vrai qu'en zone piémont, montagne, on aura plus de diversité, mais dès qu'on se retrouve dans les plaines, eh bien, le matériel grossissant, fait que on arrache des haies. On bouche même des fossés qu'on canalise pour gagner de la surface. Voilà. Donc moi, je suis assez pessimiste, tout en étant optimiste, parce qu'il y a une vraie résistance d'un certain nombre de paysans, et, bio ou pas bio, mais il y a une vraie résistance. Il faut dire que même en bio, il y a maintenant du bio-industriel qui est en train de se mettre en place. Alors c'est mieux que l'agriculture chimique et industrielle, mais il y a du bio-industriel et j'en ai pour preuve que cette année, comme chaque année, non, c'est tous les 2 ans, il y a un salon qui s'appelle Tech et Bio, Technologie et Biologie, qui se tient dans la Drôme. J'y vais chaque année avec Réseau GM, on tient un stand. Et cette année, j'ai été surpris par la grosseur du matériel qui est en train de se mettre en place, puisqu'il y avait les vendeurs de matériel pour l'agriculture biologique, des tracteurs de plus de 200 chevaux. J'ai même vu un robot pour gratter entre les rangs des salades, sans conducteur, sans rien. C'est un robot, comme votre aspirateur qui est dans votre cuisine, dans votre maison, où vous mettez en route, il aspire, il passe sous le lit, il passe de partout. Et bien là, il gratte entre les rangs des salades, il reconnaît les salades, il voit jusqu'où il peut aller, etc. Moi, cette agriculture bio, industrielle, ne m'intéresse pas, parce qu'on est dans le même schéma. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette agriculture qui, socialement, apporte quelque chose en plus aussi. Parce que si c'est pour tout faire mécaniquement et où on n'a plus de relation avec le sol, avec les animaux, eh bien, quelque part, on perd quelque chose. Voilà, moi, sur cette question, ce que j'ai envie de dire. Rapidement, en termes de pourcentage, l'agriculture biologique,
On arrive aujourd'hui à un tout petit peu plus que 4% des surfaces. C'est bon, beaucoup trop peu, mais c'est quand même en croissance. Et en termes de nombre d'agriculteurs qui pratiquent toute partie de l'exploitation le bio, on est plutôt de 7%. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a en pourcentage un plus grand nombre d'agriculteurs que de surfaces. Ça veut dire que les gens qui pratiquent le bio sont en général des gens qui pratiquent le bio sur de faibles surfaces. Et on pense en particulier aujourd'hui, les conversions sont surtout en vignes et fruits et légumes, et maraîchage. Le bio industriel, effectivement, le bio sans produits chimiques, sans les pesticides, etc., peut être... il y a notamment, pour éviter le désherbage, il y a des hersetteries. Enfin, il y a parfois de très très gros matériel en monoculture. Il s'agit là, pour l'essentiel, des cultures. Un bio industriel, s'il n'y a pas quand même une diversité de rotation et d'assolement, et si même à terme, il n'y a pas quand même une relation étroite agriculture-élevage, ce n'est pas durable. Donc il y a du bio industriel en Ukraine, mais les gens, ils font du bio, ils détruisent le tchernosium, et après, ils vont aller se déplacer ailleurs. On est là dans un autre problème sur l'accaparement de terre. Alors la troisième question, c'était la justice sociale alimentaire. La question, je la comprends un peu de cette façon. C'est beau le bio, c'est bien l'agriculture artisanale, c'est très différent de l'agriculture industrielle, mais si c'est artisanal, ça exige plus de travail. Et si ça exige plus de travail, au producteur, le produit qui en résulte, bio, doit nécessairement être payé plus cher. Un produit qui a l'unité de poids ou de volume a exigé plus de travail, on n'y échappe pas, payer au producteur, ça doit être payé plus cher. Et du coup, la question, je ne sais pas si c'était ça le sens, mais et du coup, comment rendre accessible à des couches modestes un produit artisanal qui nécessairement est payé plus cher aux producteurs? Alors, il faut d'abord nuancer, parce qu'effectivement, il y a des formes d'agriculture bio, on le voit à travers un petit peu l'élevage qui nous était raconté tout à l'heure. Parfois, en faisant autrement, on peut quand même, en diminuant les coûts, notamment en engrais de synthèse et produits pesticides, certes, le rendement est inférieur, mais on arrive parfois à compenser. Mais quand même, souvent, dans un très grand nombre de productions, le fait qu'on diversifie, qu'il y ait des rotations, des assolements, qu'il y ait une multitude d'activités, c'est quand même plus de travail. Alors, moi, je vois deux solutions. Évidemment, réorienter les subventions de la politique agricole commune, c'est un peu ça, qui, pour l'instant, subventionne surtout le contraire, l'agriculture industrielle. C'est quand même 9 milliards d'euros tous les ans qui sont distribués, à peu près 300 000, alors je me permets de dire exploitants, parce que justement, eux sont exploitants sur les 500 000 fermes qui existent en France. Et ces 9 milliards d'euros, c'est pas rien, c'est le plan de reconstruction d'Haïti pour 10 ans après le tremblement de terre pour 8 millions d'habitants. Donc je veux dire, c'est quand même une somme assez considérable. C'est des subventions directes, c'est-à-dire les agriculteurs n'avaient jamais demandé à être mendiants, mais on leur donne des subventions, parce que le jour où on leur demandait de s'aligner sur les prix internationaux, il y avait une baisse de revenus, parce que les prix internationaux étaient plus bas que les prix protégés de l'après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc on les met en concurrence sur le marché international. Et c'était des aides compensatoires à la baisse des revenus, qui étaient couplées sur la production pendant un premier moment et aujourd'hui qui ne le sont plus, pour qu'on ne dise pas que c'est des distorsions de concurrence. Et ces subventions sont très inégalement réparties. Moi, je vous proposerai la chose suivante. C'est que ces subventions reviennent aux agriculteurs, mais par deux voies. Sur les 9 milliards d'euros, 1,6 milliard d'euros retourneraient aux agriculteurs via, alors en particulier, la restauration collective et plus particulièrement école primaire, collège et lycée, parce qu'on sait que c'est à ces âges-là que l'exposition des gamins aux perturbateurs endocriniens va se traduire. Il y a bien par rapport aux pesticides, deux maladies, il y a les accidents du travail, je dirais, et l'effet chronique, mais différé, l'apparition plus rapide de maladies neurodégénératives et de cancers hormonodépendants. Alors là, je suis pour que tout soit bio à la cantine et que les parents d'élèves n'aient pas à payer plus. Le surcoût du produit bio payé aux producteurs serait payé par les subventions de la politique agricole commune et l'agriculteur, lui, serait rémunéré, non pas à travers une subvention, mais à un prix élevé, un produit qui exigeait plus de travail. L'agriculteur, droit dans ses bottes, fier d'un produit, serait correctement rémunéré. 1,6 milliard d'euros suffirait pour que tous les repas de la restauration collective hors domicile, évidemment école, collège, lycée, EHPAD, parce que j'ai les cheveux blancs, je commence à m'interroger sur qu'est-ce que je vais manger quand j'aurai Alzheimer, et évidemment les cantines d'entreprise qui, elles, sont aussi fréquentées plutôt par les ouvriers modestes que par les cadres de l'entreprise. Donc déjà, on rendrait hors domicile accessible aux couches modestes
une alimentation bio. Et vous imaginez bien que si on disait, on pourrait faire ça sur 5 ans, que autour d'une bourgade, une ville, ça y est, on annonce aux agriculteurs de proximité qu'il va y avoir un marché, un volume croissant sur 5 ans et un prix rémunérateur pour des produits bio et de terroir, on peut rajouter, c'est très souvent, vaut mieux l'associer, et de proximité. Inutile de vous dire que les agriculteurs à proximité de ce marché croissant et de prix rémunérateur, ils se remettraient à faire du bio sur tout ou partie de l'exploitation, ils deviendraient progressivement paysans, ils y seraient incités par les prix et par la fierté de vendre un bon produit. Ce serait déjà une première méthode. Et on aurait des circuits courts de taille critique, parce qu'on peut réduire le coût de commercialisation des produits bio si on parvient à faire des circuits courts en termes peu d'intermédiaires, faible distance géographique, mais encore faut-il qu'ils soient de taille critique. Parce que croire qu'un circuit court, c'est nécessairement 20 bourgeois bohèmes qui vont chacun prendre leur voiture pour récolter ensuite 500 grammes de fraises. Évidemment, on ne fait pas ça au potager du roi. Mais, et tout, vous imaginez que le coût là devient exorbitant en effet de serre et autres. Donc, taille critique. Et du coup, s'il y a des plateformes logistiques qui s'organisent autour de la restauration collective, je peux vous assurer que les Biocoop, les Naturalia, etc., le commerce privé des produits bio, ils viendraient se greffer là-dessus. Et le produit bio, payé plus cher aux producteurs, pourrait diminuer un peu de prix pour le consommateur et la restauration à domicile. Alors, ceci étant, il reste entre 9 milliards et 1,6 milliard d'euros, il reste encore une part de subvention. Et là, je suggérerais, plutôt que ce soit des aides directes, vaguement conditionnées à des mesures de conditionnalité définies à Bruxelles pour tous les terroirs, de façon uniforme pour tous les terroirs de 28 pays, on fasse transiter ces subventions par les régions. Alors évidemment, j'aurais fait ça avant les élections régionales, ça aurait été apparu comme un discours électoral, mais par les régions, et là, sous contrat, on rémunère les services environnementaux d'intérêt général. Je m'explique. On fait un contrat, vous faites du zéro labour, vous séquestrez du carbone, vous ressuscitez les vers de terre et la biologie des sols, c'est d'intérêt général. Écoutez, je vous paye à l'hectare de zéro labour. Vous mettez des légumineuses, des luzernes, des trèfles, des sainfoins, des lotiers, des lupins. Ça nous évite l'importation de soja transgénique, ça nous évite l'importation de gaz naturel russe. C'est conforme à l'intérêt de la ferme France, de l'intérêt général. Écoutez, je vous paye par la voie contractuelle en fonction des hectares de protéines. Vous faites des haies, alors les haies, effectivement, c'est un peu lent. Le bocage, il n'est pas encore en réapparition, même si on commence à voir des gens qui pratiquent les haies dans le bassin parisien. Mais écoutez, vous mettez des haies, ça héberge des coccinelles, ça héberge, s'il y a des chênes, on va la faire composite, la haie, comme ça il y aura des chênes, il y aura la mésange bleue, il y aura... Écoutez, ça nous évite les pesticides parce que vous neutralisez les ravageurs par des oiseaux ou des insectes auxiliaires. C'est conforme à l'intérêt général. Écoutez, je vous paye au kilomètre de haie. Je peux vous assurer que si on arrivait à réorienter les subventions de la politique agricole commune pour leur donner un caractère incitatif à cette agriculture inspirée de l'agroécologie, je vais vous dire, ça irait quand même singulièrement plus vite. Et moi, ma question, je vous la renvoie, qu'est-ce qu'on attend ? Nous avons une dernière peut-être, une dernière question. Oui, une question un peu multiple. La première, c'est que sur le sans labour, moi j'ai un ami qui est paysan, il m'a dit au bout de 3 ans, il n'y arrivait pas, donc il est revenu à faire un labour peu profond. Donc c'est juste pour dire qu'en fait, ce qu'il y a derrière aussi toutes ces techniques, c'est qu'il faut que le paysan ait un peu de garantie sur les débouchés, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un peu globalement une propriété foncière et que que les banques soient pas sans arrêt à lui essayer de lui vendre des prêts, etc. Vos remarques là, sur l'enseignement agricole, moi il se trouve que je milite depuis 15 ans contre les OGM. J'ai déjà fait des interventions dans des lycées agricoles. Il m'est arrivé une fois à Fontaine d'apprendre que depuis 2 ans, ils étaient passés à l'enseignement tout bio. C'était un enseignement viticole, sachant que les 2 premiers postes sont la vigne, 1 tiers, et le deuxième c'est les potagers, et c'est un autre tiers. Tout le reste, c'est le dernier tiers. Et en fait, j'avais une question un peu plus compliquée. On a parlé du gluten au début. J'avais lu quelques articles selon lesquels, en fait, le problème du gluten n'était pas tant lié au blé qu'à des blés modernes dont peut-être que vous pourrez nous parler, parce qu'en fait, je connais un peu la question, c'est
les blés ont souvent été obtenus notamment par mutagénèse. Et il est possible que cette mutagénèse ait induit le fait que certains gluten n'aient pas tout à fait la même conformation moléculaire. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un lien à ces blés mutés de la prolifération de ces intolérances au gluten? Alors, pour le non-labour et le labour agronomique, c'est vrai que pendant longtemps, moi, j'ai été sur le non-labour. Et puis, j'ai découvert, il y a quelques années, le labour agronomique, c'est-à-dire un labour qui était entre 5 et 8 cm et qui peut être intéressant. Hein, parce que maintenant, il y a justement du matériel qui permet de le faire. Et justement, quand on est dans un labour agronomique, on ne mélange pas, puisqu'on est que dans les 8 premiers centimètres, on n'est pas dans les... et c'est là où ça m'a fait penser, quand Henri Sully, qui disait « labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France », à ce moment-là, il labourait avec des vaches ou des mulets, et il labourait entre 5 et 8 centimètres. Donc, ils ne mélangeaient pas leurs bactéries, hein, et que ça avait apporté un vrai mieux. Hein. Et là aussi, on ne met pas les graines qui sont on en détruit avec le labour agronomique. C'est vrai que ça peut être intéressant et qu'il faut continuer cette recherche parce qu'elles ne rentrent pas en stade de dormance si elles ne sont enterrées qu'à entre 5 et 8 cm ou très difficilement. Donc on arrive à les épurer aussi. Donc le bémol, il peut être là aussi. La deuxième question, c'était par rapport au gluten. Alors pour moi, il y a 50 ans, on n'entendait jamais parler d'allergie au gluten. Et aujourd'hui, on en entend parler de plus en plus de gens, le gluten et le lactose. Hein, c'est simple. Aujourd'hui, on a des blés qui sont complètement dévitalisés. On leur apporte tout. On leur apporte l'engrais, la NPK, et puis tous les oligo-éléments, ils sont bien souvent oubliés. Et puis, on leur apporte les fongicides, les insecticides. Donc, on a des blés qu'on a fait mourir. Hein, et qu'on ait des problèmes de gluten, pour moi, c'est pas étonnant, hein, avec ces nouvelles variétés, parce que c'est un mauvais gluten, alors qu'avant, dans les variétés anciennes, on n'avait pas forcément de ces mauvais gluten. C'est pareil, le lactose. On a de plus en plus d'enfants qui ne digèrent plus le lait, hein, et produits laitiers qui ont des problèmes de lactose. Eh bien, c'est simple, hein, c'est le Holstein, la vache Holstein. Hein. Aujourd'hui, on a des pompes à lait. Ah oui, elles pissent du lait. Hein. Mais hein, contrairement à avant nos Montbéliardes ou nos Abondances ou nos races laitières qui produisaient beaucoup moins, on était à 2000, 2500 litres de lait par an et par vache, on n'était pas à 10 000, entre 8 et 10 000 litres, hein, par an. Voilà, pour moi, ces problèmes qu'ont les consommateurs, eh bien, c'est la résultante de cette agriculture chimique industrielle. Je ne sais pas si Marc Dufumier veut rajouter des choses, mais pour moi, c'est vraiment... Peut-être j'en poursuis sur l'histoire du gluten. Alors, c'est bien avant la mutagénèse. Hein. La sélection des blés, elle a été faite, effectivement, ça a été dit un peu dans le film, beaucoup de céréales ont été faites paille courte, résistance à l'averse, capable de supporter beaucoup d'engrais azotés sans précisément verser. Et ceci, c'était essentiellement pour avoir des blés riches en protéines pour les rendre facilement panifiables. Et donc la sélection des blés, elle a été longtemps sur ce critère d'avoir des blés de plus en plus riches en protéines pour être aisément panifiables. Et ce que l'on découvre aujourd'hui, mais bien avant la mutagénèse, hein, par la génétique classique, je dirais, on a abouti effectivement à des blés, alors là ça rejoint ce que tu disais, dans le gluten. Alors le gluten, c'est en fait des protéines, ce n'est pas une protéine, c'est des protéines. Et effectivement, la composition de ce gluten dans les protéines qui le constituent, on parle de gluténine, il y a de plus en plus, mais du fait de la sélection génétique et de l'importance des engrais azotés, de gluténine qui sont effectivement allergènes et qui nous provoquent des allergies.
Donc c'est très clairement le produit de la sélection génétique d'abord, avant même la mutagénèse, c'est peut-être renforcé aujourd'hui avec la mutagénèse, et l'abondance d'engrais azotés de synthèse pour que ces blés à paille courte puissent être riches en protéines et sans verser. Voilà, c'est un produit pur de la sélection, même de la génétique classique. Alors, il y avait une question sur l'enseignement agricole. Il y a dans quasiment tous les lycées agricoles aujourd'hui, c'est un aspect à mettre à l'actif donc, de Stéphane Le Foll et du gouvernement actuel, mais il y a une réforme de ce qu'on appelle le cursus, on appelle ça référentiel dans les lycées agricoles. Il y a un cours d'agriculture biologique obligatoire dans tous les cursus. Alors, est-ce que tous les lycées le respectent, ce programme ou pas? Évidemment, on peut commencer à les regarder. C'est un progrès, mais c'est très largement insuffisant. Le vrai problème de l'enseignement d'une façon générale, parce qu'on retrouve ça dans l'enseignement supérieur, hein, j'ai été dans l'enseignement supérieur, c'est un peu le cloisonnement des disciplines. Et quand vous avez un professeur de sciences du sol qui enseigne les sciences du sol, je veux dire, aujourd'hui, il enseigne les champignons mycorhiziens, le mécanisme des mycorhizes, les mycorhizes qui s'incrustent dans la racine de la plante, qui vont aller débusquer les éléments minéraux coincés entre les feuillets d'argile, les restituer à la plante. Ça y est, c'est enseigné. Et quand il y a un enseignant qui enseigne la protection des cultures, il enseigne le mildiou, il enseigne les champignons et il recommande un fongicide. Et personne, ni l'un ni l'autre des enseignants, dit le jour où vous mettez un fongicide pour soigner un champignon pathogène d'une plante, vous êtes en train de tuer les champignons mycorhiziens. Ça, l'agroécologie, le fait que ça fait système, que si on veut maintenir la fertilité des sols à travers les champignons mycorhiziens, il ne faut surtout pas mettre de fongicide sur une culture, même si elle est atteinte d'un champignon pathogène. Alors ça encore, c'est trop peu enseigné. C'est le côté systémique de l'enseignement aujourd'hui qui nous manque. Et là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais je sens que s'il y a quelqu'un qui, avec Secret des Champs, va défendre son DVD de lycée agricole en lycée agricole, on va peut-être y arriver. Ne désespérez pas. Donc on va voir la deuxième partie du film, c'est à peu près 15-20 minutes, et justement qui commence par une illustration de ce que sont les mycorhizes. Donc,